Alors comme c'est une conférence très riche, nous allons essayer de ne pas perdre trop de temps. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Un immense merci à tous les adhérents de l'association qui sont venus pour animer ces rencontres béton, ces speed meetings de 17h à 19h, pour vous expliquer un peu toutes les innovations et la recherche et toutes les applications et les mises en œuvre des ciments et des bétons aujourd'hui. Donc vous me connaissez tous, puisque ça fait un petit moment que j'organise les trophées béton, et école et pro. Donc nous en sommes à la 5e édition du trophée béton pro que nous lançons ce soir. Donc si vous avez des beaux projets construits sur le sol français ces 3 dernières années, utilisant le béton, pas que bien sûr, mais des bétons à leur juste place, vous pouvez vous inscrire, que vous soyez architecte, entreprise, industriel, compagnon, bureau d'études. Donc le trophée béton a été créé par Paul Chemetov et Étienne Tricot, ici présents, tous les deux architectes, tous les deux donc présidents de l'association. Et voilà, ce trophée montre vraiment la façon dont le béton se réinvente, comment il répondra aux grands défis de demain et aux enjeux environnementaux. Il est organisé donc par l'association Bétocib et par Simbéton, sous le patronage du ministère de la Culture et en partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France, avec la revue AMC, avec Le Moniteur, que vous connaissez aussi, et nous valorisons les projets dans ces revues. Donc cette distinction, puisque c'est une distinction qui est biennale, récompense des architectures, dont les architectures des 4 architectes ici présents. Et donc vous pouvez vous inscrire du 1er décembre au 15 juin 2026. Je te laisse parler, Étienne, si tu veux dire un petit mot, et après je pourrai présenter les architectes qui sont là ce soir pour nous parler de leurs projets, de leur héritage, de ce qu'ils ont reçu, de la façon dont ils ont connu le béton, de l'évolution et de l'innovation de l'architecture en béton. Donc ils échangeront sur des références historiques actuelles et innovantes. Donc merci à tous les 4, Silvio Daschia, Hervé Elena, Romain Paslac et Christophe Wilk d'être ici. Étienne, un petit mot et après nous pourrons commencer. Pardon, merci beaucoup Claire. Je voudrais d'abord effectivement remercier nos 4 intervenants de ce soir que Claire va introduire de manière un peu plus longue tout à l'heure. Moi je profite de l'occasion pour vous dire peut-être quelques mots de Bétocib parce que on ne connaît pas nécessairement et toute occasion est bonne pour faire un peu de pub et pourquoi pas avoir de nouveaux adhérents. Vous viendrez me voir en fin de réunion, comme ça, si vous souhaitez adhérer. Juste 2 mots. Dans Bétocib, il y a béton. Béton, ce matériau paradoxal qui est à la fois le plus utilisé et le plus décrié dans la construction. Et j'allais dire, c'est un peu ce paradoxe qui est le fondement de Bétocib. Les gens rassemblés autour de cette association se sont dit, mais pourquoi ce paradoxe finalement? S'il est le plus utilisé, il y a quand même de bonnes raisons. C'est pour ses propriétés à la fois structurelles, acoustiques, thermiques, inertielles, etc. Et d'un autre côté, s'il est décrié, il y a de bonnes raisons aussi, c'est notamment à cause de son empreinte environnementale. Et du coup, c'est un groupe de professionnels passionnés qui est dans Bétocib. Je crois que c'est la seule association qui réunit d'ailleurs tous les acteurs de cette chaîne de valeur du béton, qui va des cimentiers aux architectes, en passant par les industriels, les boîtes de construction, les boîtes de BTP, les bureaux d'études, tous ceux donc, qui conçoivent, qui construisent, qui fabriquent le matériau de base. Et c'est un lieu d'échange d'expériences pour voir comment chacun, dans la partition qu'il joue, j'allais dire, dans ce concert qu'est la construction, peut optimiser son approche. Les industriels sur les nouveaux bétons qui s'inventent chaque jour, les bétons de performance, les bétons de terre, les bétons de ciment alternatifs, les bétons de réemploi, etc., les sociétés de construction sur la manière dont ils optimisent leur mode constructif et la manière d'organiser les chantiers, les bureaux d'études sur la manière dont ils optimisent les
structures qui sont conçues pour le bâtiment, et les architectes, la manière dont ils conçoivent effectivement des espaces qui utilisent au mieux les propriétés du béton en articulation avec tous les autres matériaux qui font le bâtiment. Et donc, voilà, cette association, pour entretenir cette conversation et cette réflexion collective, publie un certain nombre de documents, d'abord des ouvrages assez techniques pour aider les constructeurs à bien construire en béton, avec l'idée que l'usage du béton de demain, c'est la bonne matière au bon endroit, en articulation avec les autres matériaux. Elle publie aussi un certain nombre d'ouvrages plus, inspirationnels sur des architectures en béton. Et enfin, nous organisons des forums comme ce soir qui montrent effectivement le béton sous différents angles pour que les professionnels puissent s'en emparer et mieux comprendre quel est le bon usage qui peut en être fait. Et pour terminer, bien sûr, et je reboucle avec la réunion de ce soir, Bétocib, depuis maintenant 10 ans pour le béton pro et 15 pour le trophée béton étudiant, donc organise ces awards ou ces reconnaissances, de projets qui mettent en valeur un certain nombre de projets, alors des projets construits pour le béton pro, des projets de diplôme souvent pour les étudiants, qui montrent comment on peut, avec le béton, faire une architecture de grande qualité et user la matière au bon endroit et dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour vous inscrire en fin de séance. Et maintenant, je laisse la parole à nos invités et à la table ronde que tu vas animer. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter les 4 équipes avant qu'ils parlent de leur projet. Donc, nous vous présentons Silvio D'Ascia. Donc, Silvio est là. Il est diplômé de la faculté d'architecture de Naples et il s'installe à Paris en 1993 et ouvre son agence en 2001. Sa pratique du projet est profondément liée à la réflexion sur les nouvelles formes d'urbanité de la ville, sur les nouveaux pôles de développement et d'identification de notre société, pôles d'échange, pôles résidentiels, mixtes, pôles culturels intégrés, containers polyfonctionnels, villages commerciaux. En Italie, cette réflexion a fait l'objet d'une série de conférences et de publications, puis a donné suite à des expérimentations concrètes, de nombreuses gares en Italie, et en association avec le bureau d'études pluridisciplinaires AREP, où travaillait d'ailleurs Étienne, fondé par Étienne Tricot, une série de concours internationaux de grande renommée en Italie et en Chine. Les 3 domaines d'intervention de l'agence de Silvio, qui portent son nom, sont les pôles d'échange et quartiers de gare, les data centers et pôles technologiques, la ville numérique, transformation et extension. Donc, nous pouvons noter parmi les projets de ces dernières années en France la réhabilitation et la mise en conformité de la fondation, alors je ne sais jamais comment on dit, MACT, de José Luis Sert. Donc Silvio nous parlera de ses inspirations et la façon dont il a réhabilité cette fondation, pour lequel il a été distingué au Trophée Béton Pro en 2024. En tant qu'architecte, il a également réalisé le projet du Charles de Gaulle Express conduit par Vinci, aménagement des terminus de la nouvelle liaison entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Bon, après, Silvio a fait beaucoup de choses, mais j'ai simplement fait le point sur 2 petits projets, 2 gros projets de chacun, parce que vous avez tous beaucoup construit. Alors ce soir, nous avons aussi l'agence Elena Mel, donc c'est Hervé Elena qui est là. Alors, Stéphanie n'a pas pu venir, mais elle souhaitait être là. Donc ils sont tous les 2 diplômés de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais en 1999, et ils ont monté leur propre agence, tout jeunes diplômés. Leur agence intervient sur tout type de programme, en neuf, en rénovation ou en extension. À partir de 2001, l'agence construit plus d'une dizaine de bâtiments tout bois et déjà bas carbone, avec une justesse du dessin et des assemblages remarquables. Leur premier projet, un centre d'entretien et sa gendarmerie réalisés sur les autoroutes du sud de la France,
sur l'A89 à Tulle a été nommé en 2002 au prix de la première œuvre décernée par le Moniteur. Parallèlement, il réalise des projets de réhabilitation en engageant une réflexion sur le réemploi et la malléabilité de la matière bâtie qui interroge les usages et les pratiques. L'activité de l'agence porte aujourd'hui à 70% sur les projets de rénovation, transformation très complexes, parfois lourdes, souvent patrimoniales, toujours avec des enjeux architecturaux forts. Donc ils ont reçu de nombreux prix et de nombreuses nominations, dont dernièrement, donc en 2024, lauréat du Trophée Béton Pro dans la catégorie Rénovation-Réhabilitation pour le projet Godon, dont ils nous parleront ce soir. Ils ont été aussi finalistes au prix AMO, architecte et maître d'ouvrage, en 2024, dans la catégorie Lieu le mieux productif pour le projet Varennes. Alors, Romain Passlac est là ce soir. Il représente l'agence Passlac et Roch, donc associé avec François Roch. Ils sont tous les deux diplômés de l'école d'architecture de Toulouse en 2002, après avoir tous deux effectué des études en France et en Espagne. Leur agence d'architecture, créée en 2004 à Narbonne, est présente également aujourd'hui à Toulouse. L'agence Passlac et Roch a marqué le paysage architectural du sud de la France en concevant des bâtiments qui honorent la simplicité des formes, témoignant de leur respect pour l'architecture traditionnelle. Son approche harmonieuse lie l'architecture au paysage, tout en préservant les modèles urbains traditionnels et en prolongeant leur héritage. Mettant l'accent sur la pérennité de la construction pour réduire l'empreinte environnementale, l'agence joue avec les proportions, la composition, les contrastes, créant des harmonies entre les pleins et les vides, les éléments lourds et légers, les volumes et les plans. Parmi les collaborations qui ont marqué la trajectoire de Passlac et Roch figure en 2005 un projet que vous connaissez certainement, le concours du mémorial de Rivesaltes en collaboration avec Rudy Ricciotti, et un autre projet que vous connaissez aussi, qui est le concours du musée Soulages avec les architectes RCR, qu'ils ont remporté également. L'agence reçoit de nombreux prix, comme en 2018 une nomination pour le prix Misandero. Un an plus tard, elle est lauréate du prix Architecture Occitanie pour l'extension d'une cave viticole à Carcassonne. Et en 2024, pour le Trophée Béton Pro, le chai de Garguilles, qui est donc présenté aussi ce soir. Et la dernière équipe, alors ils sont deux normalement, mais aujourd'hui Christophe est tout seul. Donc Christophe Wilk a son agence qui s'appelle VIP Architecte. Il est associé sur de nombreux projets avec Olivier Rigal, qui est donc Aura Architecture. Donc je vais vous les présenter pour tous les deux, parce qu'ils sont là tous les deux ce soir pour présenter les projets qu'ils ont réalisés en commun. Donc Christophe Wilk est diplômé en 2006 de l'ENSA de Grenoble. Il a également poursuivi ses études par un DSA de terre à Grenoble. Il est enseignant à l'ENSA, École nationale supérieure d'architecture de Versailles, et a été directeur de projet dans l'agence CAB, que vous connaissez, pendant 8 ans, de 2013 à 2021. Et c'est là qu'il a rencontré Olivier Rigal, avec qui il construit de nombreux projets. Olivier Rigal est architecte, diplômé de l'ENSA de Marseille en 2013, habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre en 2014. Il sera d'ailleurs lauréat du Trophée Béton École il y a 10 ans pour son diplôme d'architecture, enfin même il y a 11 ans. Et il intègre l'agence CAB, comme Christophe, en 2013. En parallèle de sa pratique professionnelle, Olivier Rigal développe une pratique d'enseignement également à l'ENSA de Marseille, puis à l'ENSA de Versailles, de 2016 à 2017. Olivier Rigal crée son atelier en 2019 dans l'Aveyron, et Christophe Wilk et l'agence Aura sont associés dans de nombreux projets, dont la crèche intercommunale d'Espalion, qui a reçu de nombreux prix et qui a été distinguée au Trophée Béton Pro en 2024. Voilà, donc l'atelier Aura et VIP Architecte s'efforce d'intégrer au mieux l'architecture à son territoire. L'atelier Aura n'hésite pas à s'associer à d'autres architectes, et donc souvent avec Christophe, paysagistes et bureaux d'études, pour travailler l'ensemble du territoire, de Roscoff à Villefranche-sur-Mer, des projets qu'ils ont réalisés ensemble, en passant par Paris, la Pitié-Salpêtrière, ou encore sur l'ensemble du territoire aveyronnais.
L'atelier Aura travaille avec le déjà là. L'art de construire, c'est réinvestir un site, un existant, le sublimer, le rendre habitable et réaliser un projet fonctionnel et pérenne. L'atelier s'efforce à pousser la réflexion sur de nombreux sujets, expérimentation avec les ressources locales, intelligence constructive et spatiale, modularité et compacité. Cette multiplicité, cette diversité de lieux et de cultures locales permet à l'atelier de continuer à nourrir l'architecture, plaçant au cœur de son travail l'expérimentation sur le volume, l'espace ou encore la matière pour créer une architecture qui inspire, fonctionne harmonieusement et répond aux besoins des utilisateurs. Donc nous allons commencer par vous parler des projets des 4 agences qui ont été distinguées au Trophée Béton Pro. Donc Silvio D'Ascia, vous pouvez commencer. Ah non, à votre place. Merci, bonsoir à tous. Je vous présente là l'extension de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, qui était dans le palmarès du Trophée Béton, où là, le béton s'est imposé de fait, parce que c'est une architecture iconique moderniste des années 60, qui nécessitait depuis quasiment 40 ans d'une extension, parce qu'ils ont 13 000 œuvres, ils ne savaient pas où les montrer. Donc, vite, ils ont compris, dans les années, la fondation a été ouverte dans les années 64, et déjà dans les années 70-75, ils ont demandé à CERT, à cause de Louis CERT, qui était l'architecte d'origine, de faire une extension. Mais voilà, le projet, ça ne s'est jamais fait. Donc, pendant 30 ans, ils ont toujours essayé de demander à des architectes des idées pour développer ce projet d'extension. Et donc, on a fait cette consultation plutôt informelle avec la Fondation, et j'ai eu l'idée de construire cette extension par soustraction, en creusant tous les 2 cours que vous voyez ici, voilà, les cours sous les cours Giacometti et Miro, et de glisser ces 2 grands tiroirs en béton armé dans l'emprise du bâtiment d'origine. Donc l'identité du bâtiment, qui était un bâtiment moderniste en béton et briques et verre, a été respectée dans son ensemble, parce qu'on a pratiquement pas touché les bâtiments existants. On a justement enlevé plus de 7000, 8000 mètres cubes de terre. Donc on a enlevé de la matière, on a glissé des espaces qui sont assez intéressants. Et donc on a reconstruit, on a démoli et reconstruit par la suite l'intégralité du socle en pierre calcaire, que vous voyez ici, en glissant ces 2 grandes salles avec une galerie de communication entre les 2. Et donc le projet a été vite apprécié par les utilisateurs, parce qu'ils disaient vous avez rien fait, en fait, vous avez transformé la fondation sans que les bâtiments existants soient touchés. Et l'intérieur est assez spectaculaire, c'est ces grandes salles avec de 14 mètres de portée sur 28 de longue, donc c'est une salle qui fait 400 mètres carrés, qui est destinée aux expositions de la collection, avec ces grands baies vitrées ouverts sur la nature. Et vous voyez la portée de 14 mètres assurée par des poutres alvéolaires précontrantes et préfabriquées. Sont 22 poutres qui sont, voilà, là vous les voyez. C'était très intéressant parce que c'est vraiment des tiroirs. On a fait des reprises en sous-œuvre de la totalité de la fondation. Donc on est descendu de plus de 4 mètres par rapport au niveau des anciennes fondations. Et on a réussi donc à construire très rapidement, 7 mois, on a tout démoli et reconstruit et refermé et réouvert au public avec 22 poutres qui ont été posées en une semaine alvéolaire. Une fois qu'on a posé le socle, on a fait construire la dalle au sol et les deux voiles périphériques. Et dans l'épaisseur entre la structure existante et la nouvelle structure, on a glissé tous les systèmes de désenfumage, de ventilation, qui passe, voilà, sur les côtés et en dessous. Donc c'était une expérience assez intéressante au point de vue structurel et constructif. La simplicité de la forme que vous voyez là, elle est obtenue grâce à une utilisation assez intéressante. Et pensez que ces poutres alvéolaires précontrantes, ils font 37 cm seulement d'épaisseur sur 14 mètres de portée. Donc c'était assez intéressant on a étudié différentes solutions et la meilleure était celle-ci. Et c'est réalisé avec l'entreprise Vinci Construction Sud,
Sud, la filiale qui s'appelle Triverio. Donc c'était un vrai défi parce qu'il fallait construire et terrasser tout très rapidement pour pas fermer la fondation plus que les 7 mois de novembre 2023 à fin juin 2024. Et après, donc une fois qu'on a terminé les grosses œuvres et le clos couvert, on a travaillé l'année d'après à l'intérieur. Donc on a mis en tout 15 mois pour réaliser. Donc chose qui est assez intéressante. Et donc vous voyez là, ces 2 tiroirs en béton qui glissent à partir du socle en pierre calcaire locale. Et on a repris même la trame du coffrage en bois d'origine avec la largeur de 13,5 cm. Donc on a essayé de dialoguer avec le béton existant de la voûte, des voûtants de Serte qui sont blancs, ici relation au ciel avec le blanc. Et nous, même en accord avec la BEF locale, on s'est dit il faut qu'on reste plutôt avec les bétons bruts dans sa nature, qui se liaient plutôt au sol et à la pierre. Et vous voyez là les détails. On a utilisé finalement pour du béton de site, c'est ce qu'on appelle béton de site. Et on a utilisé pour la composition du béton tous les granulats de la pierre calcaire des carrières à côté. Donc on a fait cet effort avec évidemment l'entreprise et la fondation qui étaient tout à fait partants pour avoir les mêmes nuances de beige, de gris, de jaune, d'ocre que vous trouvez dans la pierre sur le béton. Voilà. Donc je pense que c'est la dernière. Merci. Bonsoir. Alors, le projet dont je vais vous parler, c'est 13 logements pour la RIVP qu'on a livré. Donc, l'adresse, c'est Cité Charles-Godon à Paris. Alors, vous ne verrez pas cette façade depuis la rue, parce que c'est la façade sur cour, et que la façade sur rue n'a rien à voir. En fait, c'est une extension d'un bâtiment qui avait été construit à l'époque pour accueillir un mont-de-piété. Le mont-de-piété était assez, on va dire, articulé autour d'une grande halle centrale qui avait été complètement modifiée, transformée, entresolée par le pôle emploi qui était venu ensuite dans les années 70, j'imagine. Et donc, toute la façade arrière ne présentait aucun intérêt pour faire du logement. Et donc, on a décidé, on va dire de manière assez unanime avec la maîtrise d'ouvrage, qu'il fallait s'en débarrasser et faire autre chose. De toute façon, c'était entresolé, c'était complètement... Vous ne pouvez rien en faire. Ça ne correspondait pas au logement. Donc, je vais peut-être... Voilà, on va commencer par la façade sur rue. Voilà, donc c'est un petit bâtiment qui fait juste R+2, qui présente une architecture caractéristique d'un courant qu'on appellerait éclectique haussmannien, donc avec des remplissages briques et une façade en pierre, qui est assez belle, c'est assez joliment travaillé. Et ce bâtiment présentait une façade complètement informe côté cour. Donc notre projet, il a consisté à créer une nouvelle façade et à aménager, donc la façade arrière que vous voyez là, et à aménager les intérieurs pour accueillir du logement. C'était que des bureaux depuis des années. Donc c'était un projet assez complexe parce qu'on s'est rendu compte, le notaire avait un petit peu regardé son dossier un peu vite, qu'il y avait une servitude de cour commune qui grévait le bâtiment et qui faisait qu'on ne pouvait pas monter à des hauteurs qu'on aurait souhaité. On voulait rajouter, au départ, on voulait rajouter une extension de 2 étages, ce que le PLU permettait, mais la servitude de cour commune ne le permettait pas. Donc on a dû rester assez bas et on a proposé ce que vous voyez sur la coupe en bas à gauche, de faire des demi-niveaux pour pouvoir maximiser les hauteurs disponibles pour faire les logements. Il se trouve que la RIVP avait signé une convention avec l'État pour acheter ce bâtiment à un prix intéressant dans le cadre de la loi Duflot. Et donc, il fallait absolument rester dans l'épure des 13 logements, malgré l'existence de cette servitude de cour commune qui nous embêtait un peu pour développer le projet. Donc, le béton s'est imposé pour une raison très très simple, c'était que c'était le seul matériau qui nous permettait d'avoir les hauteurs sous plafond qui rentraient dans l'épure du gabarit disponible. Donc, on a fait un projet purement plancher, béton et poteau, avec une façade en bois. Donc je reviens dessus, voilà, ça c'est la façade qu'on a proposée, qui a été réalisée. Donc on a une façade qui s'apparente à du mur rideau, avec une succession de fenêtres qui crée un effet kaléidoscopique de reflets, et l'occultation est réalisée avec des volets bois intérieurs. Alors j'ai pas mis de photo d'intérieur, mais on peut deviner les volets.
au travers de la façade. Donc cette façade en épi qui est assez expressive, mais que vous ne pourrez pas voir, sauf si vous connaissez quelqu'un qui habite aux cités Charles-Godon et qui vous donne accès au jardin. Je suis fort déçu qu'on ne puisse pas voir cet espace. Alors en plus, le bâtiment, je reviens sur la cour, sur la coupe, pardon, excusez-moi. Cette cour, elle est encaissée dans une sorte de trou parce que le bâtiment qui est juste en face, lui, est situé très très haut. Il est situé à environ 6,50 m ou 7 mètres, très au-dessus. Et donc, c'est vraiment une cour qui est préservée et réservée pour l'usage de ses habitants. Voilà, quelques autres vues qui permettent d'apprécier le travail sur du béton. C'est du béton blanc qui a été coulé en place. Donc, je tiens à saluer le travail extraordinaire de l'entreprise Géner qui a fait ça. Il n'y a pas de préfabrication. C'est coulé en place, c'est magnifiquement tiré. Tout est parfaitement cintré. Il n'y a pas de facettage. Et ils ont même fait les regingos en zigzag comme la façade. Voilà, on est très fiers d'avoir réussi à mener ce projet à bien. Je passe la parole à... Parfait. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de notre projet de chai d'élevage au château de Caraguilles. Le château de Caraguilles, c'est un domaine viticole basé près de Narbonne, dans une région, en tout cas une appellation qui s'appelle les Corbières, qui est le plus grand territoire viticole du Languedoc en termes de surface. C'est un paysage, un terroir qui se développe sur un territoire très élargi, avec une géologie très variée et des paysages également très variés, même s'ils sont tous de nature méditerranéenne. Et le domaine exploite un vignoble d'environ 100 hectares d'un seul tenant. Donc c'est tout un ensemble de bâtiments et de gens qui travaillent la vigne, qui vendangent, qui vinifient. Et ce domaine avait besoin d'une surface supplémentaire pour pouvoir élever le vin, c'est-à-dire un bâtiment dans lequel sont stockées les barriques de bois pour les crus haut de gamme du domaine, avec une nécessité de proximité avec la cave de vinification pour pouvoir effectuer de la manière la plus rapide et la plus simple les transferts de jus depuis les cuves de vinification vers les barriques. Donc assez rapidement, et oui, deuxième donnée très importante, une exigence de la part du maître d'ouvrage, d'avoir un chai d'élevage qui soit passif, c'est-à-dire qu'il y ait une régulation de la température, qui ne fasse pas appel ou très peu appel à de la technologie ou des machines. Le bâtiment devait se gérer lui-même en termes de gestion de température, sachant que pour que l'échange entre le vin et le chêne des barriques se fasse correctement, c'est-à-dire que toute la chimie qui va apporter au vin ces tanins, la température doit être maintenue dans un delta entre 14 et 17 degrés entre les périodes chaudes et les périodes froides. On a donc imaginé un chai, comme vous le voyez ici, qui est dans une proximité immédiate avec la cave de vinification, et le seul site disponible était un petit relief, le point bas d'une collinette qui fait face à la cave, et rapidement on a imaginé un chai enterré qui permettrait, par le fait d'être recouvert par une certaine masse de terre, de pouvoir avoir une température maîtrisée au long de l'année, avec un accompagnement des dispositifs de ventilation, mais aussi des dispositifs de récupération des frigories à la mi-saison, lorsque les nuits sont encore fraîches, pour pouvoir faire rentrer l'air frais dans le bâtiment. Donc le bâtiment, il se manifeste à l'extérieur par cette façade que vous voyez là, aux formes géométriques élémentaires. Et la plus grande partie du projet se trouve à l'arrière. Ça, c'est une photo peu de temps après la livraison. Donc on voit que
le volume que vous devinez à l'arrière n'est pas complètement recouvert par la végétation, ce qui est le cas aujourd'hui. Et on accède donc à la salle de stockage du vin par l'intermédiaire de ce sas, qui lui aussi a des fonctions thermiques. Et vous voyez que c'est un projet qui est bien évidemment construit en béton, car le béton, à cet endroit, avait toutes les qualités requises pour être à la fois un ouvrage de soutènement, capable de maintenir toutes les pressions des terres périphériques, ainsi que le poids de la terre qui a été remise en œuvre sur la couverture du chai. Et ce béton, il a été mis en œuvre de deux manières différentes, enfin on va dire avec deux finitions différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Ici, vous avez une image de la salle principale du chai qui a une volumétrie un petit peu spécifique, avec cette forme pyramidale, dont le sommet permet de faire rentrer de la lumière naturelle très mesurée, qui permet aussi de désenfumer, car en France, les lieux de travail souterrains doivent être désenfumés. Et ce béton, on a souhaité l'utiliser comme un hommage, et on voit qu'il y a des similitudes avec les projets de nos confrères, comme un hommage également à la pierre locale, qui est un grès rouge, qui a été utilisé dans cette partie des Corbières, en particulier notamment pour la construction de l'abbaye de Fontfroide, qui est une abbaye cistercienne assez connue à proximité de Narbonne. Et on a trouvé dans le béton teinté dans la masse cette capacité de faire une révérence en fait, à la pierre qui est très présente dans le domaine et de retrouver cette même colorimétrie. À l'intérieur du chai, le béton est coffré avec des lames de bois. Là aussi, il y a un petit clin d'œil à la matérialité des barriques. La mise en œuvre de ce béton a donné lieu à un travail de test et d'échantillonnage assez spécifique avec l'entreprise, car une des principales difficultés, vous le voyez sur cette image, c'est la pente des parois de la partie supérieure pyramidale, qui a nécessité l'élaboration d'un béton avec une certaine plasticité pour que sa mise en place puisse se faire de la meilleure des manières. Le résultat final que vous voyez ici a nécessité bien évidemment un coffrage assez impressionnant pour pouvoir mettre en place toutes les plaques de coulage du béton. C'est souvent ce qu'on ne voit pas. La plus grande partie non vue des chantiers béton, c'est la mise en œuvre du coffrage, parce que l'art du béton, c'est l'art du coffrage. Vous voyez ici des salles annexes de volume plus réduit, au-dessus de laquelle il y a donc environ 1 mètre de terre, avec tout le poids que ça comporte. Je reviens juste en arrière pour terminer. Voilà, pour vous montrer que le béton de la façade est, lui, en revanche, un béton qui a été mis en œuvre avec des toutes petites banches, des banches manuportables, par une entreprise d'ailleurs, l'entreprise Lazy Construction, qui est une entreprise locale, et qui s'exprime ici à l'extérieur avec une finition polie. Ça a été poli à la main par des ouvriers avec une toute petite meuleuse, là, avec une tête de polissage. Ça a pris plusieurs jours. Ils ont fait ça à tour de rôle parce que c'était plutôt assez délicat à réaliser, mais on a là un béton qui révèle des agrégats qui sont eux-mêmes très proches de tous les cailloux, toute la nature des cailloux qu'on retrouve dans les vignes. Donc il y a là aussi un lien chromatique, esthétique entre le béton et le territoire dans lequel il vient s'inscrire. Je voudrais juste conclure en disant que thermiquement, le projet fonctionne très très bien. On a des retours plutôt positifs. Il est ventilé naturellement. Alors ça demande de la manipulation de la part des utilisateurs. Mais le béton, de par ses qualités structurelles dans le site, avec toute la terre qui est mise en œuvre sur le projet et ses capacités d'inertie, ont rendu ce projet très majoritairement passif, et donc a permis de remplir les besoins et les desiderata du client. Bonsoir.
Donc moi je suis Christophe Wilk, je représente VIP Architecture. On travaille beaucoup avec Olivier Rigal, qui est lui situé en Aveyron. Et en général, on travaille tellement souvent ensemble. Quand le projet il est dans son coin, c'est lui qui est le mandataire. Et quand le projet est plutôt situé autour de Paris, c'est moi le mandataire. Et on joue ensemble de cette façon-là. Tous les projets qu'on travaille sont systématiquement, enfin très très souvent conjoints et à quatre mains. Olivier d'ailleurs s'excuse de ne pas être présent, mais on a fait le point juste avant. Alors moi je vais vous parler d'une crèche, c'est le petit bâtiment qui se situe en bas de la photo, une vue aérienne. On est dans le rural, dans l'Aveyron, sur un site très vierge qui fait 27 000 m². Il fallait réaliser trois petits espaces pour 60 berceaux avec des enfants petits, moyens, grands, et puis un relais petite enfance qui sert pour des animateurs et animatrices qui viennent pour les enfants. On est au pied du château de Camondolte, qu'on voit sur la colline tout en haut, et dans un petit village qui s'appelle Espalion, qui est voisin du lieu de naissance d'Olivier. Donc on est vraiment dans quelque chose qui lui importe. Alors, on s'imagine que dans un site vierge, on n'a pas de contraintes. Finalement, c'est pas tout à fait ça. On a quand même un tout petit peu de topographie, on a quand même un grand vide général. Et puis, vu qu'on est en pied de vallée, avec la vallée qui remonte à gauche et à droite, on se retrouve avec des ruissellements d'eau qui sont un peu difficiles. Et donc, comment on se positionne comme ça sans froisser le site. En fait, la première idée à la base qu'on a eue, c'était de réinterpréter les petits murets en pierre sèche qu'on voit partout pour délimiter les champs qu'on voit dans l'Aveyron, qui sont très très courants. Et donc de réinterpréter ce vocabulaire-là en créant un peu le même principe presque de restanque. Donc fort de ça, on est parti assez naturellement vers un béton qui était un peu différent. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, moi je suis titulaire d'un diplôme spécialisé en approfondissement sur l'architecture de terre. Et on en a beaucoup parlé avec Olivier. L'idée, c'était peut-être de faire du pisé. On voulait faire du pisé de terre, vraiment le pisé traditionnel. Mais le site était complexe, on avait des difficultés pour reformuler, ça nécessitait vraiment beaucoup d'intervention. Et donc, en discutant avec les entreprises locales, puisque Olivier est vraiment ancré dans la région, et quelqu'un qui nous a proposé d'aller s'appuyer sur la carrière Ganiver qui se situe à 2 km à vol d'oiseau du site. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur le béton de site, stabilisé à la chaux, on verra un petit peu après, plus tard. Donc c'est un projet, je remonte un peu la photo de base. Donc là on est sur l'entrée. Ce qui est assez rigolo dans une crèche, c'est qu'on s'imagine voir un espace plutôt traversé, ouvrant, ouvert, lumineux et tout ça. Et puis quand on voit l'aspect de façade, on a plutôt l'impression de voir une forteresse. En fait, le programme fait ça. On veut pas que les enfants soient visibles, on veut pouvoir les garder en sécurité, mais c'est pas pour ça qu'à l'intérieur, c'est pas extrêmement traversant. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment qu'on ait cette espèce d'opposition entre la forteresse à l'extérieur et au contraire à l'intérieur que des murs vitrés. Bon, le programme nous a beaucoup aidé. Dans une crèche, il faut toujours surveiller. Mais l'avantage là-dedans, c'est que quelle que soit la pièce où on est, en général, on voit deux façades, deux directions. On voit dehors tout le temps. La position du bâtiment en encaissement nous permet de voir par les patios, par les extérieurs, systématiquement partout. Et parfois même, dans les espaces qui sont vraiment très importants, comme l'atrium central, on voit des quatre côtés. Donc derrière moi, la façade montante, devant moi, la rue, et puis à gauche et à droite, par les patios, on arrive même à voir le château de Camondolte. Donc ça, c'était un truc qui était vraiment important pour nous. En termes de mise en œuvre, on est parti sur quelque chose de finalement assez simple. Le choix du système constructif, donc cette espèce de béton de site, qui est un béton mis en œuvre avec la technique du pisé. On met des petites couches de béton et on les comprime avec un marteau pneumatique, un pisoir. Et ça implique qu'il n'y a pas de ferraille, il n'y a pas d'acier dans les bétons. Donc faire des linteaux, c'est tout de suite un peu compliqué. Et on ne va pas faire de linteaux, tout simplement. Donc à chaque choix architectural, on va trouver une solution simple qui va agrémenter l'espace. Et donc, je reviens un peu en arrière, pardon.
sur la photo principale, ce qu'on voit assez facilement, c'est que finalement, ce n'est qu'un ensemble de murs longitudinaux qui sont interrompus, tout simplement, sans linteau, sans rien, dans lequel on met une façade, et l'ensemble est recouvert par une charpente un peu épaisse, tout en bois lamellé-collé assez fine, qui nous permet également de faire passer tous les réseaux et d'alimenter tout ce bâtiment-là un peu... selon les préceptes qu'on utilise beaucoup sur la construction en terre, à la manière du bon paysan, avec des bonnes bottes et un bon chapeau. Et avec ce système-là, on arrive également à gérer tout ce qui est le HQE avec les brises-soleil et voilà. Alors merci à tous les quatre. Donc la deuxième partie, donc il y en aura 3. Donc là, vous avez bien respecté le temps. Il faut qu'on continue comme ça. Donc l'idée, c'était de parler en fait de vos inspirations en béton, du patrimoine du XXe siècle, de ce qui vous a influencé. Donc pas forcément vos architectures, mais celles que vous avez rencontrées lorsque vous étiez étudiant ou dans votre travail actuel, et comment elles continuent à vous influencer, comment elles vous permettent de construire aujourd'hui. Donc vous allez nous montrer aussi des projets actuels de vos agences. Et en troisième partie, on parlera plutôt de vos projets vraiment en cours et des innovations et de vos besoins et de vos interrogations par rapport au béton. Donc Silvio, je vous laisse 7-8 minutes pour nous parler de vos inspirations et de vos projets actuels. Cette demande de Claire, ça m'a fait plonger 30 ans avant, voilà, ça nous a bougé. Et ce bâtiment que je vais vous présenter, c'est peut-être le premier bâtiment en béton que j'ai vu à Naples, que j'ai rencontré. Et c'est Aldo Loris Rossi, mais pas Aldo Rossi. Il faut dire qu'à l'époque, à l'université, il y avait 2 grosses tendances. L'architecture d'Aldo Rossi, qui promouvait les fenêtres carrées avec les petites briques, et l'architecture brutaliste. Et il y a un livre magnifique qui est sorti sur le brutalisme italien cette année, que je vous invite à regarder, parce qu'il y a des vraies architectures très intéressantes où le brutalisme jouait un peu le rôle de traduction de la radicalité, de l'architecture radicale. C'est-à-dire, on touchait avec l'architecture brutaliste en béton brut apparent tous les utopies d'une certaine architecture radicale italienne, avec des exemples réalisés assez intéressants, qui malheureusement dans le temps ont été un peu dégradés, mais qui avaient une force un peu iconique et aussi de recherche formelle un peu désinhibée, que l'architecture de la tendance d'Aldo Rossi n'avait pas. Voilà, donc, face à ça, il faut se dire que justement la réponse postmoderniste d'Aldo Rossi, avec l'architecture maîtrisée des formes assez postmodernistes, répondait à ce type d'agressivité ou de volonté d'architecture un peu plus expressionniste que beaucoup d'architectes des années 60 et 70 avaient exprimé en Italie. Donc pour moi, la découverte du béton, c'était cette espèce de libération formelle, de créativité, un peu d'exubérance, certaine. Après, évidemment, c'est pas une inspiration en sens direct, mais c'était la découverte du béton pour moi, ça. Et après, en même temps, en parallèle, c'était les grands équipements publics. C'était les hôpitaux. Il faut se dire que dans la reconstruction de l'après-guerre en Italie, ça durait pratiquement 25 ans. Et les grands hôpitaux, les cliniques, les palais de justice ont tout été fait par ce courant d'architectes modernistes, mais qui utilisaient d'une façon très expressive le béton armé dans son image, avec très peu de béton habillé, très peu de béton coloré. C'était vraiment les bétons dans son expression la plus naturelle possible. Et là, la photo d'époque est intéressante, dans un jardin avec les pins parasols. Ces grands bâtiments représentaient un peu le futur. C'était pas seulement le modernisme, mais c'était la modernité. Et ça permettait d'avoir dans une ville comme Naples un grand hôpital, un grand palais de justice, et tous faits par une génération d'architectes des années 60-70 qui étaient un peu
antinomique avec l'architecture milanaise d'Aldo Rossi et de ses disciples. Voilà. Donc pour moi, le choix était évident. Voilà. Pour moi j'ai milité plutôt pour ce type d'architecture quand j'étais jeune, et j'ai senti que c'était plus ouvert vers le futur et surtout plus intéressant au point de vue de conception, de projection vers une ville différente de la ville qui est proposée à Aldo Rossi. Voilà. Et après, ça, c'est pas une provocation, mais c'est intéressant de parler de cette architecture, qui c'est une architecture qui a fait un peu de scène à la série Gomorra de Naples. Je ne sais pas si vous avez vu la série Gomorra. Et c'est des bâtiments qui, vous voyez, la maquette était fantastique. La maquette de Franz Di Salvo, c'était l'utopie réalisée. Des grands bâtiments avec des terrasses, des balcons pour tous les logements, les escaliers et ajourés. C'était vraiment l'architecture radicale dans tout son élan positif. Et malheureusement, dans le temps, ça a très mal vieilli, ça n'a pas été bien entretenu, et les bâtiments, ils ont petit à petit sont dégradés, et il y a eu finalement une décision de démolir la quasi-totalité, sauf le bâtiment central que vous voyez ici, qui est resté et qu'ils sont en train de rénover, de restaurer. Mais regardez là, malheureusement, l'état dans lequel il se trouvait avant la restauration. Aujourd'hui, je pense que les travaux sont encore en cours. Mais vous voyez cette idée d'une grande mégastructure habitée avec les circulations, des demi-niveaux et les passerelles aériennes. C'était un bâtiment qui souvent, nous, jeunes étudiants, on rêvait de pouvoir dessiner, de pouvoir construire. Et malheureusement, donc, c'est une petite sonnette d'alerte que je fais dans cette présentation, de dire, parfois, il y a des projets qui ont une charge utopique, une charge aussi esthétique, expressionniste, très intéressante, et qui peuvent incarner une vraie révolution en termes de société, de donner des balcons à chaque appartement, tout ça. Mais si on ne sait pas les gérer, si on ne sait pas les entretenir et les faire vivre dans le temps, malheureusement, ça risque de se dégrader et d'arriver à ce niveau-là. Donc, à la fois, l'enthousiasme pour le béton, la capacité expressive, et aussi l'alerte de faire attention à faire vivre les bâtiments dans le temps et s'occuper avec un maître d'ouvrage, des exploitants qui sont en mesure de défendre l'architecture. Voilà. Je pense que c'est fini. On parle des autres projets, ok, parfait. Donc là, voilà, donc les autres projets. Si toutes ces références t'ont inspiré aujourd'hui, tu peux parler de tes projets actuels. Oui. Non, mais ça, c'est juste un retour, un flashback justement sur le passé, comment découvrir le béton. Ouais. Ça, c'est un projet qu'on a réalisé avec Arep et Étienne. C'est la gare de Turin, où l'utilisation du béton, elle est très appropriée, mais elle est associée à l'utilisation de l'acier. Donc là, c'est intéressant parce que c'est toute la partie infrastructure et en béton, et toute la partie superstructure et en acier. Donc c'est très bien de faire cohabiter, et c'est ça un peu la maturation qu'on peut avoir dans le cours d'une carrière, qu'on ne doit pas être obsédé par l'acier à tous les coups ou le béton à tous les coups. On peut très bien faire cohabiter l'acier, le verre, le métal, le verre, le béton, de façon très sobre, appropriée, pertinente, en fonction du type d'usage, en fonction de la configuration des bâtiments, de la programmation. Et donc là, tout le socle, les éléments que vous voyez de parcours et de circulation sont en béton, avec un béton coulé sur place, tout est coulé sur place, et l'azuré à la fin, parce qu'on n'était pas très content de la version définitive, voilà, donc on était contraint à l'azurer. Et après, il y a ces charpentes métalliques avec une trame de 3,60 m, donc assez régulière, qui abrite cet espace de vie, et c'est une nouvelle rue de la ville où les gens peuvent se balader, indépendamment du fait aussi de devoir aller prendre le train. Ça, c'est une autre gare où le béton était utilisé aussi avec l'acier, mais un habillage de façade avec du BFUP. C'est la gare de Kenitra au Maroc, qui a eu un prix UNESCO 2020. Et l'ensemble le grand moucharabie urbain est fait avec ces triangles en béton de fibre très mince, de moins de 2 cm, produits sur place, et qui donne ce caractère à la fois raciné dans la culture locale, mais aussi assez contemporain
contemporain. Si on peut ventiler, il y a plus de 20% des triangles qui gèrent les transferts de thermique intérieur-extérieur et donc permet à ventiler tant la façade que la toiture. Et vous voyez là, à l'intérieur, il a les mêmes jeux avec ces grands poteaux en béton qui émergent du parking en sous-sol, où l'infrastructure aussi est tout en béton armé. Et la peau de cette grand mouchard habillé en façade et en toiture est en acier habillé de BFUP. Voilà. Ça, c'est un projet à l'Italie en cours. On attend le permis pour pouvoir le construire. Et là aussi, c'est des loggias faits, tout est en béton teinté dans la masse. Et on attend le permis pour commencer le chantier. Et l'idée, c'est d'utiliser un même module et de le distribuer sur la totalité du périmètre du bâtiment, avec une alternance entre loggia et jardin suspendus à tous les niveaux. Donc, ça, c'est un projet qui, j'espère, on pourra commencer en 2026 le chantier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'économies de matière dans tous les projets, qui répondent aussi aux nouvelles exigences. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc, je vous laisse la parole pour le même exercice. Le même exercice. Alors, moi, j'étais content qu'on m'invite à cette proposition de table ronde, mais en même temps, je me suis dit, mais j'ai commencé par des bâtiments en bois. Le béton, j'y suis venu assez tardivement. En fait, on a fait, je ne sais plus combien, 7 ou 8 bâtiments en bois pour les autoroutes du sud de la France, complètement en bois. En fait, le béton se limitait à une plateforme de fondation et à peu près tout. Alors, du coup, j'ai demandé de... Pardon, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu un blanc. Quand vous m'avez demandé mes inspirations, je me suis dit, bon, je vais aller fouiller un peu dans la mémoire. Alors, moi, j'ai vécu dans le sud de la France avec mon père qui travaillait à Grasse dans les usines de parfum. Et ça, c'est un peu le projet qui a été une sorte de révélation. Alors, pas d'architecte, parce que je n'ai pas commencé par des études d'architecte tout de suite, j'ai fait d'autres choses avant. Mais sur le plateau de Calerne, donc qui est au milieu d'un champ de cailloux dans l'arrière-pays grassois, il y a ce bâtiment qui a été construit dans les années 70, qui est un laboratoire d'interférométrie stellaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il utilise la superposition de plusieurs images, de plusieurs télescopes pour produire une image encore plus précise. Et ce laboratoire, il avait été créé par Antilovac, donc il fait partie de ces architectes qui ont construit les maisons bulles. Alors, ils sont 4 ou 5 assez connus. Il y a un bouquin assez intéressant, d'ailleurs, sur les maisons bulles, qui est bien, je vous recommande. Mais contrairement à la plupart de ces maisons bulles, qui étaient souvent des objets pour riches, fantasques, ou pour post-hippie, je ne sais pas, enfin bon. Ce bâtiment est un bâtiment purement fonctionnel, mais qui présente une architecture assez barbapapesque, on va dire. C'est vraiment la maison des barbapapas. Mais je trouvais que c'était intéressant de présenter ce projet qui est à contre-courant de ce qu'on appelle les maisons bulles en général, puisqu'il propose une architecture de béton, mais en même temps fonctionnelle et en même temps complètement fantaisiste dans ses formes. Alors, un autre projet que je trouve intéressant, ça c'est une découverte assez tardive, c'est Miguel Fisac, c'est un architecte espagnol. Alors, peut-être la photo ne rend pas forcément compte de sa plus grande production, mais Miguel Fisac, c'est un gars qui faisait du béton et qui le moulait avec du plastique, des bâches, etc. Il faisait des trucs assez extraordinaires. Il y a un bâtiment qui est assez connu, qui est une sorte de pagode en béton, que je n'ai pas mis parce que je trouvais que justement il était trop connu, et que je crois l'architecte danois Big a plus ou moins recopié récemment, il me semble. Mais il a eu raison, c'est un bon projet. Et donc là, on ne se rend pas compte, mais les panneaux en béton matricés sont matricés, on va dire, presque un par un sur place, avec un coffrage incertain en plastique, je pense, des bâches ou des trucs comme ça. Et c'est assez grand, hein. Chaque panneau doit faire à peu près, les panneaux striés, ça doit faire à peu près 1,50 m ou 2 mètres de haut. Donc il y a une problématique d'échelle dans cette photo dont on ne se rend pas compte. Un dernier bâtiment que je présente, alors c'est pas un bâtiment, et je pense qu'on peut rebondir sur l'actualité d'aujourd'hui, c'est une image 3D, donc Olivier Campagne, qui est connu, on va dire, mondialement pour sa qualité de ses images. Et moi, je trouvais cette image intéressante. Alors déjà, c'est une 3D, mais c'est un projet en chantier. Alors c'est intéressant de voir se télescoper
la visualisation 3D des images et en même temps de voir un projet en cours. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que, en fait, vous avez un bâtiment avec un niveau sur 3 en béton et le reste, c'est un remplissage en bois. Donc, il y a une sorte de recherche sur l'économie de béton pour essayer de proposer des espaces qui soient transformables, modulables, évolutif dans le temps. Donc c'est un projet de Ten Studio Architect qui est plutôt une collaboration d'architectes. Donc c'est un projet, apparemment c'est un concours qu'ils ont proposé en 2022, qui n'ont pas gagné je pense, mais en tout cas ils ont été assez inspirés pour leur projet, moi je trouve. Et puis l'image surtout est assez saisissante dans ce qu'elle dit aujourd'hui de l'évolution de l'imagerie du projet architectural. Donc, c'est un autre sujet, bien sûr, que le béton, mais c'est une réflexion. Un dernier projet d'inspiration, tout récent. Donc, celui-ci, par contre, il est gagné. Donc, c'est une image de synthèse encore. Et c'est une proposition de l'agence Parabase, qui est basée en Suisse. Parabase, je ne sais pas comment on dit. Je crois qu'ils sont plutôt germanophones. Je vais y arriver. Germanophones, 1, 2, 3. Donc, je pense qu'on dit Parabase. Et qui propose de faire des façades avec du béton de réemploi. Donc, c'est des prédales redécoupées qui sont réassemblées. Je ne suis pas forcément enthousiaste par l'idée architecturale qui est quand même assez brutaliste, pour rebondir sur ce que disait Silvio tout à l'heure. Mais ça reste une image très intéressante sur le développement de l'architecture de réemploi à partir du béton. Quelques projets de l'agence en cours. Alors ça, c'est un projet qu'on a livré en 2021. C'était l'extension du centre municipal de santé à Ivry. Donc, la grande tour que vous voyez en arrière-plan, c'est la cité Torres qui a été réalisée dans les années 50. Et le bâtiment du centre municipal que vous voyez au premier plan avait été réalisé par Paul Nelson. Donc Paul Nelson, c'est un architecte américain qui s'était installé en France dans les années d'après-guerre. Enfin, il était venu en France avant-guerre et puis il est retourné en France après-guerre. C'est un grand architecte du projet hospitalier. Il a fait plein de choses intéressantes. Il a une petite maquette d'une maison suspendue qui est présente à Beaubourg assez souvent, ou peut-être pas en ce moment, mais enfin non, pas en ce moment. Ça y est, plus à Beaubourg. C'est fermé. Mais bon, ce projet de maison suspendue est assez connu. Donc le centre municipal de santé, c'était un bâtiment qu'il fallait agrandir. Donc on a proposé, alors je vais changer d'image, de reprendre l'idée originale de Paul Nelson avec ses briques tissées, et on a mis en place des façades en béton matricé, donc une double peau avec une isolation intérieure entre la peau extérieure et la peau intérieure. Donc le projet, alors c'est un projet assez dense et assez complexe qui se développe sur un site qui fait face au parc des Cormailles qui se trouve à Ivry. C'est un grand parc départemental, et qui prolonge donc la complexité du bâtiment existant d'origine de Paul Nelson, qui avait été amputé pour partie, puisque vous voyez la partie qui est en acier corten sur le côté, en fait se prolonger complètement devant l'entrée du parc, mais ça a été coupé dans les années 80, je crois, pour créer le parc qui n'est venu que dans les années 2000 par la suite. Toute la clôture qui ceinture complètement le site est en béton BFUP, et reprend les pignons en pierre qui sont typiques de ces années 50. Donc c'est le même dessin qu'on a reproduit et qu'on a fait ceinturer sur l'ensemble du bâtiment. Voilà quelques vues. Je fais un autre projet qu'on a livré en 2021, c'était une résidence pour des jeunes travailleurs à Paris. Donc c'est un projet encore un peu comme Cité Godon. Vous ne verrez pas la façade côté rue parce que la façade derrière donne sur la cour. C'est un bâtiment, alors je crois qu'il y a une photo, non pardon, je vais revenir avant. Il n'y a pas de photo de rue, c'est un bâtiment faubourien assez simpliste, on va dire une façade avec des trous pour les fenêtres, qu'on voit à gauche, qui correspond au bâtiment rue. Et en fait, c'est un bâtiment qui était très dégradé, les planchers étaient penchés dans tous les sens, les escaliers ils étaient dangereux parce que il y avait des dévers absolument incroyables. Tout le bâtiment menaçait de s'écrouler. Et Pareil Habitat, donc le maître d'ouvrage pour ce projet, nous a dit non, il faut conserver le bâtiment. Alors, à l'époque de la consultation, c'est vrai que la plupart des candidats de l'appel d'offres avaient proposé plutôt de le démolir, mais Paris Habitat avait dit non, il faut le garder, C'était une des volontés notamment de la mairie du 19e qui souhaitait qu'on le conserve.
Donc du coup, on a créé cette extension qui reprenait le vocabulaire des ateliers qu'on a démolis dans la cour, qui étaient des ateliers en bois. Mais cette extension a été réalisée en béton parce qu'il fallait qu'on consolide complètement le bâtiment existant qui menaçait pas de s'écrouler quand même pas, mais qui avait besoin de retrouver la rigidité qui lui manquait. Donc l'extension se développe pour partie à l'intérieur du bâtiment existant. Donc on a cet assemblage de toitures successives avec des grands panneaux en aluminium anodisé qui viennent fermer les différents éléments de façade. Et ce rez-de-chaussée très vertical. Et par ailleurs, une sculpture qui a été mise en place par par Rési d'Étape qui occupe le bâtiment en tant que gestionnaire. Alors ça, c'est un petit projet un peu incongru peut-être. Alors c'est un escalier qu'on a réalisé en 2012. La demande, c'est pour une école, donc l'école Léon Maurice Norman, qui se trouve dans le 13e arrondissement. Il y avait un escalier en acier qui était extérieur, qui était au même endroit. Sauf que l'école, chaque année, arrosait l'escalier de sel pour éviter les glissades en hiver, et l'escalier était en train de disparaître sous la corrosion complètement. Et donc la ville de Paris nous a dit, on souhaiterait que vous nous réalisiez un escalier, mais il faut qu'il soit en béton parce que le sel, ça n'a pas marché avec l'escalier en acier. Alors, on va dire le béton était la donnée d'entrée du projet. Il fallait faire un escalier en béton pour desservir le bâtiment sans créer de surface, puisqu'il fallait que ce soit un escalier extérieur. Alors, je vais venir sur une vue ici. Et donc, pour l'idée qu'on a proposée, c'était de réaliser un module unique en béton. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche sur l'image. Un unique module en béton qui pouvait s'assembler en se mettant dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre, etc. Et en montant les différents modules les uns sur les autres, on arrivait à produire l'escalier en béton. Sachant qu'en plus, il fallait qu'on livre tout ça en 2 mois et demi, 3 mois pendant l'été 2012. Donc voilà le résultat. C'est un escalier avec un seul élément qui se répète en se posant les uns sur les autres avec une forme de déséquilibre. On se demande comment ça tient, mais ça tient. Et les enfants utilisent ces escaliers en béton tous les jours pour rejoindre les salles de classe. Donc ça, c'est une vue, on va dire du totem, vue d'en bas, avec cet escalier assez surprenant. Donc je reviens un peu sur les modules. C'est un peu l'intérêt de ce que le béton avait permis de faire, c'était justement de proposer un élément assez sculptural et assez complexe qui venait se superposer et s'assembler, un peu comme une main qu'on aurait posée l'une sur l'autre. Voilà. Je crois que je vais passer la main, justement. Merci. Alors, avant de commenter les quelques références, moi, ce que je voulais dire, c'est que le béton, je l'ai découvert avec mon père sur le chantier. Non pas que mon père était maçon, il est toujours archéologue, mais il a eu la bonne idée avec ma mère d'acheter une ferme traditionnelle dans le Lauragais dans les années 75 qu'ils n'ont eu de cesse de rénover à force de travaux, et j'ai été désigné volontaire pour participer aux travaux de rénovation. Donc c'est dans ces chantiers-là que j'apprends, que je découvre le béton, sa fabrication, qu'il faut du sable, du gravier, du ciment, que le béton peut être coffré. On fait aussi du mortier de ciment, on fait beaucoup de choses. C'est là que je découvre l'odeur du ciment, l'odeur du béton. C'est là que je vois que ça peut fondre la peau quand on laisse des petits morceaux de béton sur les doigts en chantier. C'est là que je comprends que c'est un matériau qui a un temps de prise, que c'est un matériau qui nécessite un dosage en eau, un dosage aussi, différents dosages selon son utilisation. On peut y mettre des bouts d'acier à l'intérieur pour le renforcer. Et donc, pendant plusieurs années, de l'âge de 8 ans, de 7-8 ans jusqu'à mes premières années d'étudiant d'architecture, j'ai fabriqué et coulé du béton avec mon père. Voilà, donc c'est probablement une histoire d'amour assez ancienne, et sur des chantiers de fouilles archéologiques également.
j'ai eu l'occasion parce que je participais au chantier de fouilles, de découvrir des ouvrages en béton de l'époque gallo-romaine, donc du béton ancien, qui avait 2000 ans, et qui m'a aussi interpellé par le simple fait qu'il était toujours là, toujours en place, sur des ouvrages comme des aqueducs ou des thermes aussi. J'ai le souvenir de thermes de bains, en fait, retrouvés dans une grande villa gallo-romaine près de Castello-d'Ari, toujours en place, avec les bassins qui étaient là, les fondations, avec ce béton qui a traversé les âges et qui était toujours en place 2000 ans plus tard. Donc dans les inspirations un peu plus récentes, et parce que on travaille à Narbonne, on travaille dans cette grande région viticole, il y a chez nous l'inspiration des caves, et des caves en béton en particulier, qui ont fait l'objet d'une véritable production massive en Languedoc-Roussillon, également dans le Bordelais, également plus à l'est sur la Côte d'Azur, mais en Languedoc-Roussillon, il y a une très grande production de caves viticoles par le biais de la production coopérative, mais également dans des caves particulières comme celle-ci. Et là, on voit une photo en fait de l'ancienne cave du château de Caraguilles, pour lequel on a réalisé le chai d'élevage. Mais on a là un ensemble de cuveries de vinification réalisées en béton, à l'origine utilisées avec un béton directement. Plus récemment, ce sont des cuves qui ont été résinées à l'intérieur. Mais c'est une photo qui fait référence finalement à toute la culture architecturale traditionnelle rattachée à la production viticole et qui, en Languedoc-Roussillon, a donné lieu à des bâtiments extraordinaires, avec des ouvrages d'une finesse et d'une élégance rares, qui ne sont pas sans rappeler toutes les halles béton que l'on peut connaître aussi par ailleurs en France, mais qui ont développé un langage spécifique aux caves viticoles, avec ces grandes nefs, alors souvent en charpente bois, mais il y en a également en charpente béton, avec des formes de couverture, de voûtes, de dômes, tout un vocabulaire d'escaliers, de coursives, de rampes, en tout cas tout un tas d'ouvrages et de dispositifs nécessaires en fait au process de la production du vin, mais qui ont trouvé leur propre forme et leur propre culture dans cette architecture viticole en Languedoc-Roussillon entre les années 25 et les années 60. Et ça, ce sont des espaces que l'on apprécie énormément, qui sont extrêmement variés, extrêmement riches, et qui ont alimenté notre imaginaire à l'agence, puisque ce sont des lieux que l'on croise dans lesquels on se rend assez fréquemment. La deuxième référence, alors c'est une icône, c'est une icône Pierluigi Nervi à Rome. C'est pas le Palais des Sports, c'est le Petit Palais des Sports que j'ai eu l'occasion de visiter. Et ce projet, il témoigne un peu de ce que les projets de cette époque, avec tout le travail incroyable de coffrage, assez élaboré, mobilisant de nombreux ouvriers, peut révéler de la beauté, de la magie du béton. Alors ici, dans un projet alors j'ai volontairement mis une photo de chantier qui révèle en fait tout le travail de ferraillage, le travail de coffrage. Tous les éléments blancs qu'on voit sur la photo, en réalité, vont donner lieu à des vides dans l'ouvrage réalisé, puisque le béton va se positionner en fait dans toutes les nervures sombres que l'on voit, qui sont encore vides, en attente du coulage et avec le ferraillage mis en place. Et on a ici, c'est pour moi une référence en fait, et mon associé partage ce sentiment. C'est une référence ultime dans ce que le béton peut proposer de magique, c'est-à-dire une grande coupole soutenue par des pattes qui ont elles-mêmes une géométrie un petit peu spécifique et qui, lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, révèlent finalement un sentiment, une sensation de lumière et de légèreté assez incroyable, qui font totalement oublier le poids même de l'ouvrage et qui révèlent un des aspects extraordinaires du béton. Alors, c'est aussi quelque part une référence qui est un petit peu nostalgique, même si c'est une époque que je n'ai pas connue, vu que je n'étais pas né à ce moment-là, mais d'une certaine nostalgie de chantier où on pouvait avoir énormément de main-d'œuvre,
énormément de travail et de réaliser des ouvrages qui aujourd'hui sont quasiment inatteignables d'un point de vue économique et puis même d'un point de vue peut-être même normatif. Et cette troisième image, on reste à Rome, décidément, beaucoup de références italiennes ce soir. C'est simplement là. Alors j'ai fait une entorse aussi aux conditions qui nous étaient données pour sélectionner les références, puisqu'on devait sélectionner des références du XXe siècle. Celle-ci est un peu plus ancienne, mais beaucoup plus ancienne. C'est la voûte c'est le dôme du Parthénon à Rome, du Panthéon à Rome, qui est dans une structure mixte, puisque c'est pas 100% de béton. Je crois qu'elle est intercalée avec des ouvrages en briques, en terre cuite. Mais tout de même, toute la partie supérieure qui, à la base du dôme, fait plus de 6 mètres d'épaisseur et dans sa partie sommitale environ aux alentours de 2 mètres d'épaisseur, est tout de même constituée de béton. Et si j'ai mis cette référence, c'est parce que c'est également un bâtiment que j'ai vu à plusieurs reprises et qui fait partie de ces bâtiments qui ont déclenché chez moi une émotion immédiate, forte, violente, et violente dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de sidération face à un ouvrage béton qui, à nouveau, est un ouvrage forcément massif, pesant, épais, mais qui a cette capacité à capter la lumière et à donner une sensation de légèreté. Toujours, en fait, cette ambivalence entre la masse et la légèreté. Et c'est ce genre de sensation, ce genre de ressenti qu'on essaie de retravailler dans notre architecture à travers le jeu des pleins, des vides, des masses, des seuils. Mais voilà, c'est la puissance du béton dans son appréhension physique, visuelle, de lumière, et dans tout ce que la masse peut traduire de présence, mais également de lumière. Et cette référence qui suit, qui n'est pas une référence du XXe siècle, mais une référence du début du XXIe siècle, d'un centre de congrès à Adeje. On est là à Tenerife. Ça a été pour nous, François et moi, une référence assez marquante dans la capacité expressive du béton. Car à l'époque où ce projet, alors c'est un projet que je crois qui a été primé au Primis en 2007, il est finalisé en 2005, mais c'est un projet qui a probablement généré des études autour des années 2000, époque durant laquelle François et moi étions étudiants à l'école d'architecture de Barcelone, à l'ETSAB, et nous avions beaucoup d'admiration pour les architectes catalans espagnols de l'époque qui œuvraient dans la région autour de Barcelone et qui avait pour habitude de mettre en œuvre le béton dans une certain côté chic, on va dire, plutôt toujours coffret, banché, lisse, alors très élaboré, très rigoureux. Et on découvre cette référence, qui est un centre de congrès rattaché à la culture de Tenerife, où le béton est mis en œuvre d'une manière beaucoup plus brutale, travaillé en surface, avec le béton est piqué, il est coffret bois, il est piqué, et il y a cette succession, cette juxtaposition de volumes monolithiques, rapprochés, jointifs, décalés, qui sont une référence à toute la culture des Canaries, en fait, et puis qui est une région volcanique. Donc c'est un béton qui parle du sol, c'est un béton qui parle de la terre, c'est un béton qui parle du volcanisme, et il a été coulé dans ces grandes masses épaisses, et il a été déroché de manière extrêmement brute. Et pour nous, c'est une des références qui a été assez marquante sur la capacité plastique et expressive du béton, et à nouveau cette sensation qui nous est chère de plein et de vide, de masse, de profondeur, et de la capacité du béton à créer de l'ombre, et de créer de l'ombre et de permettre de matérialiser des volumes à la fois protecteurs. Alors c'est une sensibilité qui sans doute nous est chère parce qu'elle fait aussi référence à l'architecture traditionnelle et vernaculaire assez pauvre de nos contrées des Corbières,
qui partagent une certaine sensibilité avec le béton mis en œuvre, comme sur cette référence. Certains de nos ouvrages, alors celui-ci, on l'a partagé, on l'a co-signé avec Rudy Ricciotti, c'est le mémorial du camp de Rivesaltes, où le béton se manifeste là aussi d'une manière assez radicale. C'est un projet qui est lié à un sujet assez historique du camp lui-même et qui tente ici en fait de ne porter aucun pouvoir sur le camp, c'est-à-dire que vous voyez que ce grand monolithe qui est comme la pierre de Baalbek, dont la partie sommitale en fait ne dépasse jamais l'altimétrie des baraques, parce que c'est un camp à la fois de rétention, d'internement, de déportation, sur lequel il reste encore beaucoup de baraquements. Donc ce grand monolithe qui habite le mémorial vient se positionner au centre du camp dans une volumétrie élémentaire et radicale à la fois, mais vient s'installer en fait dans le sol. Et on a là une mise en œuvre de béton qui essaie d'avoir du sens dans le fait où il reprend évidemment le chromatisme du sol. Le projet vient s'allonger et vient se fondre en fait dans le site. Il fait à la fois partie du sol, mais il a été mis en œuvre avec un dispositif très spécifique de banches qui ont été montées comme des mécanos sur chantier et qui sont des banches qui ont permis de ne pas avoir en fait d'écarteurs. C'est-à-dire que tout le système de coffrage était conforté par l'extérieur, de sorte que ce béton est un béton qui n'a pas de motif en fait de trou de banche. Et c'était une volonté propre pour que ce béton ne fasse pas référence à des bétons plus couramment utilisés, et notamment des bétons dans les ouvrages de génie civil ou des ouvrages pour qu'il ait véritablement une esthétique propre. Et ce béton-là a également été sablé sur la totalité de la surface avec une mise en œuvre de double voile isolé, de sorte qu'on retrouve la matérialité à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, tout est resté brut de décoffrage, mais on voit ici à nouveau la capacité poétique du béton dans la maîtrise de son chromatisme, mais également dans la force de son expression. En fait, ce point de vue-là du mémorial, c'est une émotion en fait le mémorial, on a fêté les 10 ans du mémorial il n'y a pas très longtemps. Cette vision, vous l'avez quand vous rentrez dans l'axe même du site, et on voit que le béton a une capacité d'abstraction totale. On croirait même que cette image-là est en 2D parfois. On bascule sur un projet avec des casquettes en béton blanc qui ont été coulées sur site, qui n'ont pas été préfabriquées, avec 28 moules différents. On a là un lycée, en fait, en région Languedoc-Roussillon, avec des protections solaires, donc par l'intermédiaire de ces casquettes qui font 4,70 m de porte-à-faux et qui ont là aussi fait l'objet d'un choix de réalisation sur site pour pouvoir valoriser le coefficient de main-d'œuvre et de réalisation sur chantier. Là, on a là aussi, du fait de l'ondulation de ces brises soleil, un jeu sur l'expression du béton dans une certaine légèreté par le mouvement et l'ondulation, alors que ce sont des éléments qui pèsent environ 13 tonnes chacun. On a ici un exemple de gymnase à Lézignan-Corbière, toujours dans notre région méridionale, où le volume principal du gymnase a été réalisé en béton, coulé en place, béton blanc, sur des voiles qui ont été coulées toute hauteur, d'une épaisseur entre 27 et 30 cm. Et on a là à nouveau cette capacité du béton à avoir une expression plastique qui passe par la mise en œuvre d'un volume unitaire, monolithique, souligné par la mise en œuvre d'un dispositif d'entrée qui lui fait référence au restant que l'on retrouve dans les vignes chez nous. Et c'est un bâtiment qui trouve sa lumière principalement par un dispositif zénital. C'est la raison pour laquelle il est assez peu percé en façade. Mais on a quelques éléments, quelques fenêtres en forme d'étoile qui sont là pour souligner justement le caractère monolithique de ce béton. Et on a ici un exemple de mise en œuvre à nouveau
plus récente de béton teinté dans la masse. C'est un projet de cave viticole. Donc on reste dans le domaine viticole qui nous est cher et qui est très présent dans notre région. C'est une cave pédagogique d'un lycée agricole basé à Carcassonne, comme vous avez tous pu le comprendre, avec sur la droite de l'image une partie nouvelle en extension et sur la gauche une partie de bâtiments existants rénovés. On a là aussi travaillé le béton teinté dans la masse pour avoir toujours ce dialogue et cette capacité du projet à s'insérer dans un paysage très marqué par la terre agricole, la terre cultivée, mais également aussi les teintes de la cité de Carcassonne en toile de fond. Et à nouveau, ce travail de percement qui recherche toujours une expression de la profondeur, une expression de l'ombre, pour que le béton se révèle dans ce jeu entre l'ombre et la lumière, mais également aussi toujours dans une certaine épaisseur qui rappelle véritablement les constructions traditionnelles de chez nous. On est là sur une mise en œuvre totalement traditionnelle, avec des difficultés qui sont invisibles sur cette image, qui sont des difficultés de gestion de niveau, de présence d'eau sur le site, qui ont nécessité des subtilités de mise en œuvre un peu spécifiques. Mais on a là un travail sur la vibration de la lumière, la profondeur, l'ombre et l'épaisseur que permet la réalisation de ces ouvrages en béton. Et un dernier exemple, là aussi, qui parle du monolithisme. C'est à nouveau un gymnase, c'est à nouveau du béton blanc, et qui fait apparaître là un jeu de prismes, peu percé parce qu'on va chercher la lumière en toiture, et qui à nouveau exprime un petit peu la recherche plastique que l'on a plaisir en fait à mettre en œuvre avec les constructions béton. Je pense que je suis arrivé au terme de mon temps disponible. Voilà. Dernier projet, un restaurant scolaire, béton teinté, mais toujours la masse et la profondeur. Je vais laisser la parole Merci beaucoup. À mon confrère. Je vais essayer d'aller un peu vite. Nous, on a sorti 4 références. Comme je vous disais, moi, j'ai fait mon diplôme spécialisé en approfondissement sur l'architecture en terre à Grenoble. Donc, j'ai un peu transgressé la demande. Qu'est-ce que c'est qu'un béton? C'est toujours un liant, un granulat et de l'eau. Et donc, le béton d'argile, en terre pisée, c'est typiquement du béton. C'est juste qu'il n'est pas armé. Et donc, ça, c'est un architecte américain qui s'appelle Rick Joy. Ça se passe au Texas. Et c'est son agence d'architecture. Ça forme un rectangle tout simple, coupé en deux par une grande vitre, bord à bord collé. Alors, il a du bol parce qu'il pleut pas trop chez lui. Ça reste un pisé qui est stabilisé, mais quand même qui est mis en œuvre de façon hyper simple. Et ce qui nous a intéressé là-dessus, c'est... l'aspect monumental, il est dans un coin qui n'est pas super bien famé, donc avoir cette espèce d'enceinte protectrice lui permettait d'avoir quand même un accès extérieur. Donc cet aspect monumental et protectif, protectionniste, c'est pas très français. Et le deuxième point qui nous a beaucoup intéressé aussi là-dessus, c'est la suppression de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, que l'extérieur est une continuité de l'espace extérieur. Donc voilà, une simplicité de forme, une simplicité de réalisation pour essayer de chercher du froid, notamment pour l'impression ressentie. Le plafond à l'intérieur est en acier inoxydable, ça ne se voit pas très bien sur les photos, mais c'est le cas. Alors on n'a pas fait trop exprès avec Olivier quand on a sélectionné les références, mais on remarque qu'on a beaucoup sélectionné de projets à patio et avec ces espèces de jardins enclos traditionnels. Donc là on est sur un architecte incroyable, Campo Baeza, ses bureaux à Zamora en Espagne, livrés il n'y a pas très longtemps. Alors ce qui est super avec Campo Baeza, c'est que vous pouvez aller sur son site internet et télécharger l'intégralité de tous les documents, que ce soit de l'exécution, des croquis, des photos, du chantier, on trouve tout. Et là, c'est pareil, c'est pas tout à fait du béton, mais ce qui est terrifiant, c'est la façon, dans le bon sens du terme, c'est la façon dont il vient se protéger de la ville, créer une espèce de monastère de pierre dans lequel il vient poser un bloc de pavé vitré, dans lequel tous les bureaux se trouvent là.
et sans avoir de dérangement de la vie commune, de la vie de l'entourage. Il se trouve dans son bâtiment-là, un peu poussé à la réflexion et à la contemplation, à la concentration. Voilà. Troisième référence, Atelier Fernandez et Serres, avec Ivry Serres qui était mandataire. C'est une médiathèque dans le sud. Donc c'est un béton bouchardé qui a été un peu dans lequel on a ajouté de la poussière de marbre qui lui donne cet aspect très dense et teinté très blanc. On n'est pas sur du béton partout, mais ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est de nouveau l'action intérieure-extérieure, des formes simples, une pureté de forme. Et finalement une architecture assez silencieuse, comme le diraient les architectes qui l'ont construit, et moi je dirais presque une architecture soyeuse. On a envie de toucher la matière, on a envie de toucher la pierre, cette espèce de sensibilité du vécu, et puis cette intégration douce dans la topologie qui nous parle beaucoup. Pour essayer de finir sur cette référence, là, ce qui nous intéresse également, c'est travailler dans un patrimoine ancien, parce qu'autour, il y a quand même des trucs un peu à gauche, à droite, tout en ayant des formes très contemporaines, des vitrages très tirés dans la longueur, cette espèce d'horizontalité qu'on retrouve, qui fait l'introduction parfaite avec la prochaine photo, qui est l'école de photographie de Marc Barani à Arles. Voilà, bon, Barani n'a plus rien à prouver à personne, hein, on l'aura tous compris. C'est un projet qui est intraverti et extraverti parce que toutes les façades donnent sur la rue, un peu comme une invitation à venir entrer à l'intérieur. Et à contrario, toutes les salles de cours se retrouvent plutôt situées sur des patios intérieurs. On est sur un béton qui est magnifiquement maîtrisé, une couverture très fine, très plate, posée sur 4 plots béton, un jeu avec la topographie, des espaces intérieurs, des espaces extérieurs, des transparences, des jeux de vue, et finalement un projet maîtrisé partout qui nous a vraiment beaucoup parlé. On reconnaît des lignes là-dessus qu'on aime bien, quoi. Ces grands espaces très tirés, très horizontaux. Notre projet, c'est bien que la crèche d'Espalion que vous avez tous vu, c'est le premier projet neuf que l'on construit. On en a fait d'autres en réhabilitation. Donc là, on se situe à Roscoff. C'est une station biologique, la station biologique de Roscoff. La maîtrise d'ouvrage, c'est la Sorbonne Université. Et donc là, on se retrouve dans un vivier qui est le petit bâtiment que vous trouvez au centre de la photo, qui a été construit en 1890. Finalement, c'est juste une digue, un gros mur masse dans lequel on pouvait pomper de l'eau et mettre de l'eau derrière dans le bassin qui va servir ensuite à entretenir tous les poissons de la station qui est derrière. Et présenter des signes de faiblesse quand même assez graves, puisqu'ils pompent l'eau quand la marée est haute pour toujours avoir de l'eau à disposition, et ils perdaient 25% de leur bassin quand la marée descendait, donc par des infiltrations à travers le mur masse, à travers le sol. Enfin, c'était un peu carnaval. Et puis il y avait une deuxième contrainte là-dessus, c'est que tout ce qui se passe devant le bâtiment en long comme ça, c'est quand même une voie d'accès pompier, hein, donc enfin d'accès pompier, pas une voie mais un système de sécurité. Et vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de place à l'intérieur, ils mettaient tous leurs équipements sur l'extérieur, donc ça posait pas mal de difficultés. Donc ils ont demandé à ce qu'on réalise une plateforme d'expérimentation en surplomb du bassin d'eau. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors c'est toutes les contraintes du monde là, hein. On peut s'imaginer, on est face mer, patrimoine remarquable, classé monument historique à côté. Enfin, c'était vraiment très contraignant dans l'histoire. En fait, avec la loi littorale, on n'a même pas le droit de construire. Donc on a beaucoup travaillé avec les ABF sur le sujet. Et puis par la contrainte du site, on a dû vraiment travailler le béton jusqu'à la pointe de sa composition. Donc on est sur un béton XS3, donc capacité maximale, front de mer, marnage, tout ce que vous voulez. Et on a un peu le béton dans tous les états, puisque tout ce qui se passe sur la coque, c'est un béton projeté. On voit 3 ouvriers là qui sont sur un petit échafaudage, qui sont en train de projeter du béton. Alors c'est drôle parce qu'ils projettent le béton et puis 6 heures plus tard, il y a la marée qui est dessus, donc il faut vraiment pas rigoler. Et
A contrario, tout ce qui est plateforme et passerelle, donc là on voit cette grande plateforme d'expérimentation qui portait 1500 km² parce qu'il venait stocker des bacs remplis d'eau. Là on est sur un béton architectonique qui est très calpiné, très dessiné, très doux, toujours en XS3. Et puis plutôt dans l'encastrement dans le jardin paysager qui est plutôt sur la gauche, sur la photo, on a là du béton architectonique également, mais bouchardé. Et donc la façon dont on a traité ce sujet sur Roscoff, c'était un peu donc le béton dans tous ses états, mais un peu la brutalité du béton avec la finesse de l'acier inoxydable. L'intégralité de toutes les serrureries, c'est de l'acier inoxydable 316L, 306L, 314. Bon, un inox très performant, je me souviens plus exactement. Et donc cette espèce de finesse d'inox avec la brutalité du béton, c'était un projet très très intéressant à travailler sur la mer. Merci aux équipes d'ailleurs de Charrier et Noba qui ont vraiment été importants pour nous là-dessus. Ça, c'est un autre projet. On reconnaît tous le projet qu'il y a derrière, qui est un projet de CAB Architecte, qui a aussi été primé de mémoire au Trophée Béton. Et en fait, devant, donc c'est le bâtiment Jules Barrois, qui est le bâtiment de CAB Architecte, et juste devant, on a le bâtiment Jean Metz, qui est aussi de la station biologique, et aussi pour la Sorbonne, c'est sur la même parcelle. Et en fait, on a été contacté par la Sorbonne Université dans le cadre du plan de relance pour réhabiliter thermiquement ce bâtiment, avec la contrainte en plus, c'est que l'intégralité des Sorbonnes était en fin de vie, enfin pas toutes les Sorbonnes, mais surtout tout le matériel technique qui est derrière. Et donc on s'est servi de l'opération pour rénover l'ensemble du bâtiment. Donc on a fait un enduit rouge sarde qui vient rappeler le rouge sarde de la ville. Hein. On voit tout à gauche les anciens logements à côté. Alors là, il est encore très fort parce que l'enduit vient d'être réalisé, mais dans le temps, il va patiner. Et ensuite, on a construit par-dessus cette espèce de galette en béton hein, qu'on voit là sur le bâtiment à droite, et toute une cage d'escalier. Et pour la petite anecdote qui était un peu rigolo, c'est que l'entreprise Actibat, qui a réalisé le béton architectonique, a récupéré les ouvriers qui avaient travaillé sur le bâtiment de CAB Architecte derrière. Donc en fait, on a vraiment la même méthodologie, la même mise en œuvre, le même suivi. Et c'était une vraie aventure. Ce qui était important pour nous également dans ce bâtiment, avant de passer à la suite, c'était de faire couture. Donc en fait, le rouge sarde vient se lier avec le bâtiment des Galériens qui est sur la droite sur la photo, mais également sur le bâtiment de logement qui est sur la gauche sur la photo. Et puis tout ce qui est nouvellement construit, c'est du béton architectonique qui vient faire couture avec le bâtiment qui est au-dessus, dans l'histoire toujours de discrétion. Alors c'est sûr, quand le bâtiment est rouge, la discrétion elle est surprenante, mais finalement, on vient alléger l'architecture, on recrée les horizontales et on en a profité également pour supprimer la couverture de pan en tuiles de façon à pouvoir vraiment offrir toutes les vues par le bâtiment de CAB sur la mer et sur Villefranche-sur-Mer. Petite référence encore, cette fois-ci c'est Atelier Aura avec Orma Architectura, dans lequel moi j'étais architecte conseil, donc dans un des plus beaux villages de France, à Villefranche d'Aveyron. Visiblement on aime bien les Villefranches, c'est une médiathèque, un village incroyable, et donc là l'idée ça a été de travailler le béton surtout préfabriqué en blanc, pour avoir la même teinte colorimétrique que tout le village, et aussi par des difficultés d'approvisionnement, de mise en œuvre, on avait vraiment un bâtiment contraignant, et de le mettre de le souligner avec plutôt du chêne et du laiton par endroits. Donc finalement, une opération très compliquée, plutôt humble, pas énorme, mais très compliquée par l'enchevêtrement des bâtiments. En fait, on a regroupé plusieurs différents bâtiments au sein d'une même médiathèque. Alors, c'est pas parce qu'on fait que du marché public qu'on ne fait pas autre chose. Donc là, c'est vraiment encore plus petit, un couple de personnes avec 3 enfants qui achètent une maison quasi en ruine, en pierre rouge, incroyable, et qui a des petits détails spécifiques, comme des encadrements de fenêtres en parpaing gris, tout bête. Et à l'intérieur, on a tout rénové, évidemment, et tout ça, mais le béton, il a été utilisé de façon vraiment très très simple. L'idée, c'était de revisiter et de réinterpréter les encadrements de baies
avec du béton architectonique qui a été mis en œuvre par un petit ouvrier qui ne veut pas qu'on dise son nom, puisqu'il a fait ses coffrages tout seul, il a coulé son béton tout seul, et il a dit surtout, vous dites à personne que c'est moi qui ai fait, parce que je veux pas faire ça, c'est trop compliqué, je perds mes sous, mais en fait c'est chouette. Donc une belle aventure humaine, et puis finalement un béton qui est vraiment utilisé à son minimum, tout simple et tout bête. Et puis, la dernière opération, qui est un concours sur lequel on n'a pas été retenu, on est sur le bâtiment qui est à gauche. Ça se situe cette fois-ci à Saint-Géniès, Dolt et d'Aubrac, dans l'Aveyron encore. Et donc, à droite, vous avez un ancien couvent, et à gauche, il s'agissait de construire une médiathèque qui venait s'accoler à un cinéma sans qu'on puisse toucher au cinéma, avec un vocabulaire architectural très, 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 très varié, beaucoup de bavardage dans le site. Et donc là, on a cherché dans un béton qu'on imaginait plutôt type beige, pierre calcaire concassée, quelque chose comme ça. Bon, c'est du concours, mais de venir essayer de calmer le discours du site en venant faire opposition avec la grande ouverture qu'on a sur le couvent, avec ses arcades et ses galeries, avec un espèce d'espace monolithique très, très contemporain par sa forme, tout en restant minéral pour faire également encore couture et venir s'insérer dans le site. Voilà, j'espère que j'étais rapide. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour conclure cette soirée, vous allez chacun montrer des projets actuels. Mais vous avez... donc là, il faut vraiment respecter le timing. Je vous avais dit 3 minutes chacun, donc il faut le voilà. On va faire moins aussi. Voilà. Juste pour dire un petit mot, en fait, l'idée, c'est vraiment d'expliquer, maintenant qu'on a montré donc, le passé, l'actualité, aujourd'hui et demain, comment vous pensez construire en béton. Juste un petit mot pour donner un peu aussi d'espoir aux jeunes qui seront là. Voilà, on peut continuer à construire en béton. Oui, très rapidement. Merci, voilà. Ces 2 projets en cours, les chantiers vont être livrés, celle-ci dans les prochains jours, et l'autre, on a terminé les grosses œuvres. C'est 130 logements de l'écoquartier Viotte, à côté de la gare de Besançon-Viotte, posés sur un socle actif, qui c'est un parking intermodal de la gare SNCF. On a posé 4 étages de logements, 3 bâtiments avec une vêture en terre cuite. Et les premières 2 étages de niveau que vous voyez, c'est en béton. La structure est intégralement en béton, sauf la charpente bois des 2 derniers étages. Et la vêture fait l'homogénéité. Et l'idée, c'est ces grandes maisons posées sur un socle multimodal, de parking multimodal, avec dans le joint entre les deux, les joints creux, il y a tous les équipements. Il y a une crèche, un centre de soins, de santé, un centre sportif. Donc il y a cette superposition de strates, le béton du parking multimodal et les maisons avec une couche de services actifs pour la ville et le quartier. Là, vous voyez, le parking suit la pente naturelle de la rue Viotte avec 3 étages à l'extrémité et ça arrive à 0 à l'autre bout. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est tout un bâtiment aussi à la gare de Nantes. C'est un concours gagné avec conception-réalisation avec Legendre Immobilier Construction. Et on double le bâtiment existant de la tour de l'ex-direction régionale SNCF. Donc on construit un jumeau en béton du bâtiment existant, on le surélève et on crée des espaces assez spectaculaires en béton. Ça, c'est un espace, les halls s'est transformé en amphithéâtre ouvert. Et côté gare, on fait une surélévation en acier léger, parce qu'on n'avait pas trop le droit de charger les bâtiments existants. On tourne avec les murs rideaux sur la façade nord et après on se replie à nouveau sur la façade est avec une façade tout en béton brut avec un rythme de percement assez aléatoire pour donner plus de luminosité sur la trame verticale de la façade est qui fonctionne aussi en brise-soleil. Voilà, ça c'est la dernière. Merci. Alors, 2 projets en cours que je vais vous présenter. Alors, en chantier en ce moment, on est en train de rénover le conservatoire de musique et de danse à Saint-Denis. C'est un bâtiment des années 30 qui abritait un ancien entrepôt pour une grande pharmacie. Alors, c'était l'inventeur de la pastille Valda qui avait son entrepôt à Saint-Denis, dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment intégralement en béton. Donc, vous voyez bien sur la façade à gauche, qui est donc...
on va dire une image projetée. On voit bien le principe structure poteau-béton, poutre-béton, remplissage briques. Et donc on est en train de travailler sur un bâtiment qui est intégralement en béton, qui est très très homogène, qui fait à peu près 80 mètres de long sur 14 mètres 50 de large. On est en train de reprendre complètement la structure au centre du bâtiment pour créer un auditorium sur 2 niveaux entre sous-sol et rez-de-chaussée, avec des reprises de structure assez conséquentes, mais le reste du bâtiment est intégralement préservé et mis à profit pour accueillir un conservatoire. Donc on a quelques problématiques acoustiques, bien sûr, parce que c'est des bétons assez minces, les planchers font 12 cm d'épaisseur, mais on va s'en sortir. Et en toiture, on vient supprimer les planchers existants pour faire des surélévations en bois, pour accueillir des salles de danse qui donc auront une hauteur sous plafond assez conséquente. Donc le béton est mis en valeur, on va dire, avec les qualités de ce bâti des années 30 et mis à profit pour accueillir un programme qui est tout à fait original dans ce bâtiment existant. C'était un dialogue qu'il y a eu avec la mairie de leur proposer de réemployer ce bâtiment plutôt que d'essayer de construire un nouveau bâtiment pour le conservatoire. C'est un projet qui avait été mis en concours, qui avait été gagné par un autre architecte et qui a été abandonné quand il y a eu le changement de mandature à la ville de Saint-Denis. Aujourd'hui, ils sont très contents parce que grâce à ce bâtiment, ils vont avoir le double de la surface de ce qu'ils avaient projeté dans le neuf, pour un peu moins cher d'ailleurs, par la même occasion. Ça, c'est un autre projet qu'on a livré il y a 1 an et demi à peu près. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture, rue de Varennes, donc dans le 7e arrondissement. Et on a réalisé plusieurs interventions en fait, on est intervenu sur la totalité du site pratiquement, sauf l'hôtel du ministre, qui lui était inscrit, classé, tout ce que vous voulez. Mais on a réalisé une refonte complète des structures du bâtiment, enfin des structures, on va dire, de circulation, pas des structures du bâtiment au sens structurel, mais de la circulation, parce que c'était un enchevêtrement de bâtiments qui n'avait pas un seul niveau qui correspondait. Et on a mis en correspondance tous ces bâtis. Donc vous voyez notamment sur la toiture une surélévation qui est intégralement en bois, qui vient se poser sur un bâtiment des années 60 qui avait été construit à la place d'un ancien bâtiment qui était lui en pierre, mais qui n'était plus adapté à l'époque. Bon, mais évidemment ça date de bien avant nous, ça. On a également réalisé une galerie couverte, donc qui n'est pas en béton, elle est en acier, hein, qu'on voit à gauche de l'image, et une autre surélévation qu'on aperçoit entre l'hôtel du ministre, qui est tout à droite, et le bâtiment qui est au centre, et qui, elle, est située. Voilà, donc la surélévation. Donc il y a un travail sur les bétons, là, qui est important, parce que on a une multitude de procédés constructifs qui s'enchevêtrent sur un bâti existant. Et donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir transformer le bâti avec des solutions constructives adaptées et avec une problématique patrimoniale qui est très, très forte. Donc là, vous voyez les 2 surélévations, celle qui donne sur le jardin du ministre, de l'hôtel du ministre, et l'autre qui donne sur la toiture du bâtiment existant des années 60. Donc, c'est 2 surélévations en bois, mais avec un travail sur la refonte des structures existantes du bâtiment des années 60. Donc, on va dire, on a créé des fondations sur ces bâtiments, donc qui sont surélevés, l'une à R+6 et l'autre à R+1, mais qui font appel à la transformation des structures béton existantes. Et tout ça, ça nous a permis d'accueillir des escaliers en quantité. Donc, on a développé plusieurs escaliers à plusieurs endroits. Donc, il y a un travail sur les escaliers qui est assez, on va dire, inventif. À gauche, un escalier en bois qui a été créé dans un des bâtiments existants, et à droite, un des escaliers qui rejoint la surélévation qu'on voyait précédemment et qui traverse tout le bâtiment de part en part. Voilà, je vais laisser la main à mon... Merci. Moi, je ne vais pas parler de nos projets, parce qu'en fait, on est tombé dans le piège, en fait. Hein. Le piège d'une table ronde d'architectes qui ne parle que d'architectes, alors qu'on est là pour parler du béton. Donc, comme je n'ai que 3 minutes... Non, oui, évidemment qu'il faut continuer à construire en béton. Évidemment. On est en train de vivre une époque de remise en cause avec de nouveaux enjeux. De nouveaux enjeux qui sont d'ailleurs souvent pris par l'angle de l'impact carbone. Et on voit qu'il y a beaucoup de réponses aujourd'hui qui sont des réponses données par l'impact carbone, en laissant parfois un petit peu de côté d'autres notions parallèles, connexes, notamment des notions d'empreinte environnementale globale, qui ne sont pas ou peu valorisées par rapport
par rapport au béton et par rapport à ses qualités intrinsèques, celles qu'il a toujours eues et qu'il continue de défendre, qui ont été citées en introduction, notamment sa durabilité, sa solidité, tout l'intérêt de l'inertie, ses capacités plastiques illimitées, je répète bien illimitées, et puis son aspect social, parce que le béton, malgré tout, ça reste un matériau qui mobilise sur chantier un fort coefficient de main-d'œuvre et qui permet de redistribuer les richesses investies dans la construction, dans le tissu entrepreneurial local et dans tout le tissu social qui œuvre et qui travaille sur le béton, qui aura toujours tout de même besoin de coffreurs, de ferrailleurs, de bancheurs, de manutentionnaires. Donc voilà, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est extrêmement important. Cette donnée sociale qui fait partie d'ailleurs des critères qui sont pris en compte dans la question du développement durable. Donc tout ne doit pas se voir sous le prisme de l'impact carbone. C'est important pour le réchauffement climatique, certes, mais la pertinence environnementale ne peut pas se limiter à ce simple critère. Et ce que j'aurais à dire pour conclure, c'est que il nous appartient à nous, architectes, mais accompagnés par les industriels et par tous les acteurs qui gravitent autour du monde et de la construction et de la fabrication du matériau béton, de nous creuser la tête pour trouver de nouvelles méthodes de mise en œuvre, de nouvelles formulations du côté des industriels. C'est déjà le cas, c'est à l'œuvre. De faire confiance à toute justement la palette de mise en œuvre, que ce soit de la palette coulée en place sur chantier ou de la préfabrication, qui à mon avis peut ouvrir lieu aujourd'hui à beaucoup de méthodologies. On a des confrères catalans qui s'appellent les Hatch Architectes qui ont fait récemment un projet où ils ont déconstruit un bâtiment en pierre, ils ont stocké les pierres, ils ont recoulé des gros parallélépipèdes avec la moitié de pierre récupérée et la moitié de béton, sur des grandes plaques comme ça, super épaisses, qu'ils ont ensuite sciées avec une grande scie comme des carriers qui extrait la pierre des carrières. Et ils ont refabriqué des pierres artificielles, mixtes, pierres récupérées de démolition, béton, et ils ont reconstruit un mur, alors avec une méthodologie de construction en pierre, mais ce sont des pierres de béton, majoritairement. Voilà, donc il y a vraiment tout un panel de solutions, je crois, qui restent à inventer, qui restent à imaginer, et qui vont nous permettre de continuer de faire confiance à ce matériau qui est extraordinaire. Merci Romain. On peut peut-être voir quand même faire tourner les projets. Avant d'écouter Christophe. Merci beaucoup. Hop. Alors, nous, de notre côté, c'est pareil, on ne va pas parler de nos projets actuels. Moi, je voulais profiter un peu de ce petit moment pour parler du béton, un peu sur la matière elle-même. Donc, c'est pour la crèche d'Espalion. Excusez-moi de revenir sur le sujet. Donc, on a à gauche les photos de la carrière. C'est très localisé, c'est très local. L'entreprise de Gros Œuvres a tout de suite, dès qu'elle a su qu'elle avait été missionnée pour l'opération, a tout de suite couru à la carrière pour sélectionner la bande de granulats qu'elle les souhaitait, qui est à peu près à la moitié de la photo. Très vite, ils ont fait des échantillons, des éprouvettes, une avec de la chaux, une avec du ciment. On a retenu la chaux qui est plutôt à gauche, la petite photo, parce qu'on arrivait davantage à voir la couleur qu'on souhaitait. Très rapidement, avec l'aide de Batiserf, ils ont étudié le système du coffrage coulissant pour essayer d'éviter de manipuler les banches. Il faut savoir qu'on le verra tout à l'heure, quand on met en place un pisé ou un béton de site à la technique du pisé, on a besoin d'avoir des banches courtes parce qu'il faut rentrer à l'interbanche pour pouvoir taper avec le pneumatique. Et on a des efforts latéraux qui sont très très importants, bien plus que quand on fait de l'autoplaçant ou du béton classique. Donc l'idée, c'est d'avoir des petites banches d'1 mètre de haut qu'on vient relever, le tout cousu, on le verra, on l'a vu dans une des photos, je ne vous l'ai pas montré expressément, mais voilà. Donc on voit également le système de fondation avec sa petite talonnette en béton qui permet de verrouiller les banches en partie basse, qui permet également d'avoir les bonnes bottes et éviter la remontée capillaire de l'eau.
Là, on voit donc le principe constructif. On a des murs trumeaux qui sont interrompus, un grand coffrage coulissant qui fait à peu près 1 mètre de haut, et puis les ouvriers qui sont à l'intérieur du coffrage en train de se préparer à couler leur béton. Et ça, je crois que c'est une vidéo. Je ne sais pas si on peut l'activer. Si, normalement... Il faut que j'appuie sur un bouton encore. L'autre Christophe qui est là-bas, il peut... Encore une fois. Ah, encore une fois. Et après, je donne ma langue au chat. Ah, voilà. Donc on voit vraiment la façon. On vient avec le marteau pneumatique, on vient compresser le béton. Donc on fait des couches d'environ 10 cm à la base avec un seau. Et puis ensuite on les attale parfaitement dans les banches. Et puis ensuite on vient comprimer tout ça avec un marteau pneumatique, le pisoir. Et c'est un ouvrage qui est très très dur physiquement. Mais qui a la qualité de l'ouvrage, et le résultat fini est très impressionnant parce que on revient sur le matériau traditionnel, la mise en œuvre à la main. On voit chaque bande, chaque lit, et on voit dans chaque lit la façon dont la matière a été compressée. Est-ce que le marteau était diagonal? Est-ce qu'il était parfaitement vertical? Est-ce que c'était le même ouvrier ou pas? Et en fait, avec un peu d'habitude, on arrive même à savoir quel ouvrier a fait quel lit, parce qu'on voit la façon dont il porte le truc. Donc, sur la question de est-ce qu'il faut encore construire en béton, je pense que c'est une fausse question. Certainement, évidemment, la question ne se pose même pas. En fait, le béton, c'est comme les autres matériaux. Il faut l'utiliser de façon intelligente, au bon endroit, au bon moment, pour répondre à une demande spécifique. S'en passer totalement, c'est pas une bonne idée. C'est quand même un matériau qui est éprouvé, étudié, recherché, connu, archi connu, maîtrisé vraiment dans tous ses états, presque bien plus que tous les autres. Et donc l'objectif, c'est de vraiment le traiter de façon intelligente finalement. S'il faut faire une grande portée, peut-être que c'est de l'acier. S'il faut au contraire l'avoir en face mer, on va l'utiliser. Et donc il ne faut pas avoir peur de l'utiliser, puis il ne faut pas avoir peur non plus de le pousser à faire de cette masse de l'architecture, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver après et que vous puissiez discuter avec les architectes sur tous ces sujets, puisqu'ils sont là aussi pour ça et pour partager. Merci à tous les quatre, Silvio, Daskia, Hervé et Léna, Romain Passlac et Christophe Wilk. Et puis un petit clin d'œil à Olivier Rigal, voilà, qui est là par la pensée. Étienne, tu as peut-être un petit mot à dire avant qu'on se retrouve? Non, le dernier mot, c'est vraiment pour vous remercier, parce que c'était vraiment remarquable, parce que vous avez non seulement fait l'exercice de montrer comment, effectivement, comme tu l'as très bien résumé à la fin, le béton est un des outils, un des claviers sur lequel joue l'architecte, qui assemble des matières, qui joue avec les espaces, les formes, la géométrie, la matière, la lumière. Et donc vous l'avez montré admirablement. Et en même temps, vous avez fait une deuxième chose, qui est une leçon d'architecture de haut niveau, et je vous en remercie, parce que Bétocible, c'est aussi ça, c'est aussi le béton, je ne devrais pas le dire trop fort, mais c'est aussi un prétexte pour parler d'architecture, et vous l'avez extrêmement bien fait ce soir, et je vous en remercie. Alors, merci beaucoup. Merci aussi au ministère de la Culture qui est donc partenaire de ce trophée béton. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous êtes donc architecte, maître d'ouvrage, entreprise. Merci à la revue AMC et au Moniteur qui publie les résultats. Merci à la Maison de l'Architecture qui nous accueille et qui est partenaire de ce concours. En particulier Asma, Clémentine et Christophe qui est toujours derrière les manettes. Merci à tous les adhérents de Bétocible qui étaient présents aujourd'hui et que vous pouvez rencontrer tout à l'heure sur tout, un petit peu tout ce qu'on a vu ce soir. Merci aux adhérents futurs, parce qu'Étienne a l'air d'être à fond là pour avoir plein de nouveaux adhérents. Merci à Étienne Tricot, président de Bétocible, toute l'équipe du Trophée Béton, Isabella, Damien, Stéphane, François, André, Laurention. Et donc voilà, les inscriptions sont ouvertes et puis bien sûr nous sommes là pour partager un verre et discuter et continuer à parler du béton.